Voilà, donc du coup, vous avez le temps de voir tous mes liens d'intérêt depuis 2008. Je pense que vous ne m'entendez pas. Je vais parler fort, en fait. Il faut vraiment parler fort. Ouais. Cette diapositive, vous la connaissez probablement. Hein, c'est l'évolution des traitements au cours des années. En fait, le premier patient traité, ça n'a pas été 1983 officiellement. C'est en 1973 que le regretté Roscoe Brady a traité son premier patient par un traitement enzymatique substitutif. Et puis après, dans les années 70, il y a eu quelques essais, mais qui n'ont pas fonctionné. Et ce n'est qu'en 1983 que véritablement un premier patient traité par glucocérébrosidase extrait de placenta a pu montrer des résultats intéressants. Mais le proof of concept remontait à 10 ans auparavant. Et puis en 1991, c'est la première ERT, comme vous le savez, avec la sérédase. En 1997, c'est l'arrivée de l'imiglucérase, donc l'enzyme recombinante. Et en tout début des années 2000, le premier réducteur de substrat dans certaines formes particulières de maladies de Gaucher. Et bon, vous savez que par la suite, ça n'a pas donné autant d'espoir que ce qu'on en avait pu penser. En 2010, c'est l'arrivée de vélaglucérase et une année plus tard, taliglucérase, mais qui n'a pas l'AMM, comme vous le savez, en Europe. Et tout à l'heure, donc ensuite, Fabrice Camus vous parlera de l'éliglusta. Vous avez à peu près toute la cinétique des traitements enzymatiques au cours de la maladie, pour la maladie de Gaucher, qui était quand même la première maladie lysosomale à pouvoir bénéficier d'un traitement. Alors on pourrait dire que imiglucérase, ça fait maintenant 20 ans, donc il n'y a peut-être pas trop d'actualité dessus. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'articles qui sortent sur imiglucérase que sur vélaglucérase sur les dernières années, et que sur éliglusta, bien entendu. Mais il y a quand même des éléments intéressants. Et notamment, c'est pas habituel, mais on va parler en premier de maladies de Gaucher de type 3, avec ce très beau travail issu du registre international, qui est la plus grosse cohorte de maladies de Gaucher de type 3, puisqu'on avait quelques données éparses d'équipes un petit peu disséminés. Et là, on a les résultats d'évaluation d'imiglucérase dans les maladies de Gaucher de type 3 sur 5 ans. Donc l'objectif de cette étude, c'était de caractériser le phénotype de ces patients, le génotype également le profil démographique de ces patients qui avaient bénéficié d'imiglucérase, et dans un deuxième temps, de déterminer l'évolution des paramètres hématologiques et viscéraux de ces patients, et également avoir des courbes de survie sous imiglucérase de ces patients traités porteurs de maladie de Gaucher de type 3. Donc le nombre de patients issus du registre international correspondant aux critères d'inclusion était de 253. C'était des patients donc tous porteurs de maladie de Gaucher type 3, qui devaient avoir eu un traitement par imiglucérase avant l'âge de 18 ans et qui devaient avoir suffisamment de données dans le registre pour qu'on puisse extraire des données, des résultats significatifs. Donc ça ne correspond pas à tous les patients Gaucher type 3 présents dans le registre. Brièvement, donc, les résultats, la majorité d'entre eux, comme vous le voyez, étaient soit homozygotes, soit hétérozygotes composites pour la mutation L444P. L'âge au diagnostic, en moyenne, était à 2,7 ans, avec des extrêmes allant de la naissance jusqu'à 16,7 ans. L'âge au traitement, en moyenne, était de 4 ans, avec des extrêmes allant de 1 mois à 16,8 ans. Et ce qui est très intéressant et relativement, presque nouveau, en tout cas assez surprenant, c'est une amélioration extrêmement rapide dès la première année des paramètres hématologiques viscéraux ainsi que de la croissance, que les patients aient été splénectomisés ou non, sachant que la cohorte de patients splénectomisés de ces maladies de Gaucher type 3 dans le registre était relativement faible. Et en fait, cette amélioration s'est poursuivie également dans les 5 ans.
Et si on compare avec les résultats des adultes des adultes du registre traités par imiglucérase, on a des résultats qui sont presque meilleurs dans le gaucher de type 3 que dans le gaucher de type 1. Et on a des résultats qui sont identiques dans la population pédiatrique à ce qu'on voit à 8 ans, avec imiglucérase 8 ans, chez des enfants qui ont une gaucher de type 1, et ben on obtient les mêmes résultats entre 1 et 5 ans pour la maladie de Gaucher de type 3. Donc des résultats qui étaient surprenants et extrêmement encourageants. Là, ici, vous avez illustré donc, l'évolution de la thrombopénie chez les patients non splénectomisés et splénectomisés. Donc, en vert, ce sont les patients qui n'ont pas de thrombopénie ou des thrombopénies modérées, c'est-à-dire au-dessus de 120 000 plaquettes. Et vous voyez que dans le temps, ça réduit de façon importante. Et ce qu'ils ont également fait, c'est une courbe de Kaplan-Meier pour l'analyse de survie. Et en fait, à 5 ans, la survie est de 92%, à 10 ans, elle est de 82%, et à 20 ans, elle est de 76%. Ce qui fait qu'avec des données qui montrent que les décès surviennent généralement dans les 20 ans pour 14% des patients. Et les causes les plus fréquentes des décès, ça c'est moins surprenant, c'est des causes cardiaques ou les causes neurologiques. Donc une étude très intéressante de l'imiglucérase dans la population, pas dire que pédiatrique, mais la population gaucher de type 3. Donc une maladie qui jusque-là était extrêmement sévère, mais véritablement une amélioration du traitement enzymatique pour ces patients. Une autre publication dans les 2 dernières années, c'est un petit peu comme ça que j'ai cherché les actualités, c'est ce qui avait été publié depuis notre dernière rencontre il y a 2 ans. Et donc l'étude Impact, écrite par Jérôme Stirneman et un certain nombre d'autres auteurs, sur ce qui s'est passé, les conséquences de ce qui s'est passé lors de la pénurie d'imiglucérase. Donc c'était une étude observationnelle, rétrospective, multicentrique, non comparative, qui a inclus tous les patients porteurs de maladies de Gaucher de type 1 ou 3 traités par imiglucérase depuis au moins 6 mois et qui avaient dû avoir une modification de leur traitement suite à cette pénurie. En fait, il y a eu 99 patients inclus qui étaient tous gauchers de type 1. Les gauchers de type 3 n'ont probablement pas eu de réduction de traitement. Vous voyez les âges entre 7 et 84 ans avec des patients pédiatriques, 10 patients pédiatriques. 30% des patients étaient splénectomisés et 36% des patients qui n'étaient pas splénectomisés avaient une splénomégalie. 30% des patients avaient une hépatomégalie et une asthénie. Des manifestations osseuses également chez 1/3 des patients et des patients qui avaient parfois des formes assez sévères puisque dans l'année et demie qui avait précédé le changement, 12 patients avaient eu un événement osseux. Et si on regarde ce qui s'est passé donc, parmi les patients qui ont dû arrêter complètement le traitement, on observe une diminution significative de l'hémoglobine, des plaquettes et une augmentation significative de la chitotriosidase. Pour les patients qui ont réduit le traitement, on a également des diminutions des plaquettes et de l'hémoglobine, mais avec des résultats qui sont moins statistiquement significatifs. Les événements rapportés par les patients dans les dossiers au cours de cette interruption de traitement sont 8 événements osseux, mais un seul des patients qui ont eu un événement osseux avait déjà eu une atteinte osseuse, donc c'est des événements de novo pour 7 patients. 3 ont représenté une hépatomégalie ou une splénomégalie. Et un certain nombre de patients également, ça c'est vrai que c'était un peu l'expérience qu'on avait tous, se sont plaints d'asthénie au moment de cette interruption. Si on regarde, pareil sur des courbes de Kaplan-Meier, la survenue d'un événement, on voit en rouge, ça c'est les patients qui ont réduit leur traitement sans l'arrêter, et en noir, les patients qui ont dû arrêter le traitement. Et on voit donc la survenue d'événements
indésirables liées à la maladie de Gaucher est plus importante chez les patients qui ont arrêté le traitement par rapport à ceux qui ont diminué simplement leur dose. Donc, quand on diminue les doses, on a une aggravation des paramètres hématologiques osseux et viscéraux chez ces patients. Et je vous rappelle, les patients avaient quand même des formes parfois assez sévères, hein, ils n'avaient pas été choisis. Et par contre, quand on arrête le traitement, le risque est évidemment plus important. Et donc, il vaut mieux diminuer les doses plutôt que d'arrêter. C'est la conclusion de cette étude. Cette étude, les résultats sont à peu près identiques parmi les autres études qui ont été publiées sur le sujet, avec des designs parfois différents, des nombres de patients parfois différents, mais les conclusions sont souvent identiques. Je rapporte juste cette étude dans la maladie de Gaucher de type 3 en Suède, donc, où là, par contre, la diminution de dose n'avait pas entraîné de manifestations osseuses. Par contre, il montrait qu'il y avait une aggravation des paramètres de l'échelle de qualité de vie qu'ils avaient étudiée. Et des biomarqueurs également, mais ça rejoint ce qu'on disait en première partie de matinée. Alors, ensuite, on va passer aux actualités thérapeutiques sur Vela-Glucéras, donc ce qui a été publié depuis 2015, dont on avait un peu parlé déjà à la précédente journée. C'était des posters qui étaient parus. Maintenant, les articles sont parus. Et c'est surtout, donc, on va surtout s'intéresser aux études d'extension, puisque c'est les études initiales et de base, mais on les a à peu près toutes en tête. Donc, les études d'extension, il y en a 2 ici sur lesquelles je vais revenir, donc des patients qui ont été traités, des résultats entre 5 et 7 ans. Donc l'étude 044, c'est une compilation chez les patients naïfs, c'est une compilation de l'étude 032 et de l'étude 039, donc des patients qui ont été traités par Vela-Glucéras soit 45, soit 60, ça c'était dans la première partie, et l'étude d'extension, tout le monde passe à 60. Dans l'étude 039, je vous rappelle, il y avait 2 bras, un bras Vela, un bras IMI, et puis tout le monde, dans l'étude d'extension, a switché vers Vela 60. Et l'étude qu'on va rapporter en 044 extension patients naïfs, ça va être les patients qui ont donc eu ces résultats sous Vela tout le long du traitement. Donc, on a des résultats qui ont été publiés donc, jusqu'à 5 ans. L'objectif, c'était évidemment, d'une part, la safety et d'autre part, l'efficacité sur l'hémoglobine, les plaquettes et les paramètres viscéraux. Les effets secondaires donc, du groupe Vela, il y a quasiment tous les patients qui ont eu un effet secondaire, mais la plupart du temps, ce sont des effets secondaires modérés. Qui sont soit liés au traitement, soit liés à la perfusion, soit non reliés. Et parmi les patients qui ont eu un effet secondaire grave, donc ça veut dire qu'il y a nécessité hospitalisation, etc., aucun n'a bien entendu engagé le pronostic vital et ce genre de choses. Et c'était des effets secondaires non liés au traitement qui étaient soit il y avait eu une fracture, il y avait eu d'autres événements, une intervention chirurgicale pour une raison complètement autre. Donc ça, c'est considéré comme des effets indésirables graves, mais non reliés au traitement. Pour ce qui est de l'efficacité, donc on avait ces résultats jusqu'à 24 mois et on voit, donc là on est sur l'hémoglobine, que ça continue d'évoluer chez les patients. Je vous rappelle, c'était les patients naïfs de traitement, d'où le début de la courbe. Et ça continue d'évoluer tout au long des 5 ans. L'hémoglobine se stabilise et continue même d'augmenter. Pour les plaquettes, c'est la même chose, avec une stabilisation. Là, une petite décroissance, mais vous voyez que le nombre de patients qui atteint les 5 ans de traitement, il diminue. Enfin, on n'a pas tous les patients qui ont été inclus dans l'étude d'extension qui sont comptabilisés au bout des 5 ans. Donc, il suffit qu'il y ait un patient qui ait un chiffre soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, ça peut modifier les courbes. Mais globalement, une stabilité.
Pour les volumes hépatospléniques, c'est la même chose. On continue même d'améliorer à 5 ans les résultats obtenus à 2 ans. Pour la densité minérale osseuse au rachis lombaire en col fémoral, on obtient des résultats identiques. Alors, encore une fois, avec un nombre de patients qui est relativement faible à 1,5 ans, on n'en a plus que 5, mais des résultats qui sont également rassurants, on va dire, sur les résultats, sur les données osseuses. L'autre étude d'extension, c'est l'étude 0,25. L'étude 0,25, c'était une étude de phase 1-2, une des premières études avec vélaglucérase. On avait eu les premiers résultats à 9 mois. Et donc, tous les patients qui avaient fini cette étude pouvaient rentrer dans l'étude d'extension. En fait, il y en a 10 qui sont rentrés dans l'étude d'extension. Une qui n'est pas rentrée, je crois que c'était pour une grossesse, quelque chose comme ça, ou un retrait de consentement, mais rien de... Ou non, une patiente qui avait déménagé, qui ne pouvait pas faire les allers-retours sur le site. Les critères d'évaluation principale étaient la sécurité, toujours pareil, les critères d'évaluation secondaire, les résultats hématologiques et viscéraux. Et dans cette étude-là, les patients, donc on avait l'étude principale qui était de 9 mois, ils continuaient à 60 unités kilo pendant 9 mois, et ensuite on avait une diminution de dose à 45 ou 30 unités kilo, et on a des données là jusqu'à 6 ans. Donc, ce qui fait en tout 7 ans, du coup. Au point de vue safety, tous les patients présentaient au moins un effet indésirable, mais un seul étant lié au traitement, c'était des douleurs osseuses et une fatigue. Tous les autres effets indésirables n'étaient pas liés au traitement. Aucun n'était grave et lié au traitement. L'incidence des effets indésirables, et c'est ce qu'on connaît déjà avec les autres enzymothérapies, c'est généralement dans la première année. C'est rare qu'on ait des effets secondaires après 1 an. Des patients qui n'ont pas eu besoin d'être prémédiqués, personne n'est mort et personne n'est sorti de l'étude prématurément. Voilà. Donc, pour ce qui est des paramètres hématologiques, vous voyez là, ça c'est le moment où on a réduit la dose et malgré la réduction de dose, les plaquettes ont continué de progresser, de stabiliser finalement à 5 ans. On retombe sur les résultats à 12 mois et dans des chiffres qui sont aux alentours de entre 80 et 100 000 plaquettes. Pour ce qui est de l'hémoglobine, elle se stabilise également le long. La différence n'est pas significative quand on diminue les doses. Et les volumes hépatiques et spléniques continuent de se stabiliser malgré la décroissance. Les résultats sur la densité minérale osseuse montrent également une stabilité. Là, c'est au niveau du rachis lombaire. Et là, au niveau du col fémoral. Le score BNB s'est également amélioré, sauf à un moment donné. Donc, vous voyez que là, il y a eu une augmentation qui correspond à un patient pour lequel il y a eu une modification de ce score. Donc, si on reprend pour finalement les 8 patients qui ont pu terminer l'étude, on voit que assez rapidement, les taux d'hémoglobine atteignent l'objectif. Les plaquettes également au bout des 4 ans de l'étude, là c'était les données à 4 ans, le volume hépatique également et le volume splénique. Dans ces études d'extension, il y a eu une analyse post-hoc de la population pédiatrique, donc qui a été également publiée en 2015.
Donc il y avait 10 patients qui étaient non traités et 9 patients, naïfs de traitement, et 9 patients qui étaient préalablement traités, qui ont été inclus dans cette étude d'extension. Les objectifs étaient identiques puisque c'était la même étude et que c'était juste une étude post-hoc. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Molécule qui est également bien tolérée chez les enfants avec des effets indésirables liés au traitement chez des patients non préalablement traités, chez un des patients préalablement traités, pardon. Pas d'effet indésirable sévère, pas d'effet indésirable grave. Personne n'arrête le traitement en raison d'un effet indésirable. L'efficacité, donc chez les patients naïfs de traitement, on voit une augmentation des taux d'hémoglobine, des taux de plaquettes, une diminution du volume splénique et du volume hépatique. Et pareil pour les patients qui avaient été préalablement traités par imiglucérase. On a également une amélioration chez ces patients-là du Z-score et du score BNB à 24 mois. Donc, molécule qui est bien tolérée chez les patients pédiatriques, naïfs de traitement ou préalablement traités, molécule qui est également efficace sur les principaux paramètres étudiés. Troisième volet des nouveautés, on va dire, sur velaglucérase, c'est les données sur la grossesse. C'est toujours un gros problème parce qu'il n'y a pas de recommandation particulière dans la grossesse, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'études spécifiques chez la femme enceinte, mais on sait que, aussi bien pour imiglucérase et velaglucérase, les données précliniques chez l'animal sont tout à fait rassurantes. Mais c'est chez l'animal. Donc là, ce sont les résultats du Gaucher Outcome Survey avec les données de la vraie vie des patients qui sont... là, j'ai sorti celles qui sont uniquement exposées au VPRIV. Il y a eu 453 grossesses chez 189 femmes, ça c'est ce qu'il y avait dans le registre GOS. 4,4% ont eu un avortement spontané, vous voyez que c'est plus faible que ce qu'on observe habituellement dans la population générale. Un avortement provoqué dans 2,9% des cas, une mort néonatale dans 0,2% des cas. Si on extrait uniquement les patientes qui étaient sous velaglucérase, soit mis en place juste avant la grossesse, soit tout au long de l'évolution, tout au long de la grossesse, l'évolution est favorable chez 34 des 36 patients. Et celles qui ont pu bénéficier de velaglucérase tout le long de leur grossesse ont eu aucune complication. Les effets indésirables sont non reliés, c'est un diabète, une trisomie et une gammapathie monoclonale. Donc, bien qu'il y ait peu de données sur velaglucérase chez la femme enceinte, cette étude montre qu'on peut l'utiliser. Bien entendu, c'est la responsabilité du médecin de décider s'il faut traiter ou pas pendant la grossesse. Et juste pour terminer, vous aurez certainement pu voir dans les 2-3 années qui viennent de passer cette molécule Labsertin, qui n'a une autorisation qu'en Corée, qui est publiée sous la forme d'un médicament biosimilaire, mais qui n'est pas un médicament biosimilaire de l'aveu de ces auteurs qui ont clarifié la situation en disant effectivement dans notre article on dit que c'est un biosimilaire mais nous ne sommes pas un biosimilaire. Donc en fait ils sont passés par des procédures accélérées comme doivent l'être les biosimilaires, mais ils n'ont pas ce statut-là, donc on ne peut pas dire si finalement ça marche ou ça marche mieux, ça marche moins bien ou ça marche pas du tout par rapport à l'imiglucérase, mais ce n'est pas un biosimilaire et il ne faut pas le prendre en tant que tel. Merci.